Bonjour à tous, ici Albatros. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un type de jeu assez particulier. Si comme moi il vous arrive de scroller sur les boutiques de jeux en ligne, vous avez forcément dû vous attarder devant certains titres en vous disant «Wow, ça existe vraiment ça?» Ou encore «Attends, il y a vraiment des gens qui ont acheté ce truc?» Parce que cette série de vidéos intitulée Les Jeux Oubliés, ça implique que les 10 jeux aient été connus à un moment donné. Mais vous vous en doutez, il en existe certains qui sont passés sous les radars même à leurs époques. Parfois pour de bonnes raisons, mais on n'est jamais à l'abri de tomber sur une pépite parmi les ovnis qui remplissent les stores. Ou au minimum une curiosité au concept assez original pour mériter le coup d'œil. Par exemple, si je vous parle d'un jeu où l'on peut faire s'affronter un chevalier contre un viking, ou même contre un samouraï, dans des combats brutaux et sans règles, avec évidemment des démembrements, du sang et des exécutions. Et pourquoi pas même mettre en contenu additionnel d'autres guerriers venus des quatre coins du monde, depuis le nord de l'Afrique jusqu'au monastère Shaolin du centre de la Chine. Eh bien ce jeu, il existe. Et il s'appelle... Oh putain! Fort au nord! Non, c'est Deadliest Warrior. Putain! Oui, mais c'est le titre de la vidéo, Ben. Attendez, Deadliest Warrior, ça parle vraiment à personne? Bon, ok. Et si je vous montre ça? One perfectly placed strike all the way through, you take the head off. This is Espadro Terra. Ivan Sabnik. Only one will be crowned Deadliest Warrior. Pour ceux qui n'auraient pas connu, Deadliest Warrior, ou l'Ultime Guerrier en VF, est une série américaine qui faisait s'affronter différents types de guerriers, comme un Spartiate contre un ninja par exemple. De quoi filer une crise cardiaque à votre prof d'histoire qui trouvait déjà le film 3 anachronique il y a 20 ans. 3 saisons diffusées entre 2009 et 2011, les présentateurs mettaient à l'épreuve les armes sur des mannequins en résine ou des carcasses de porc, analysaient les dégâts, puis faisaient des simulations grâce à un logiciel auquel je crois à moitié pour savoir qui remporterait l'affrontement, et on avait le droit à une mise en scène en fin d'épisode pour illustrer les résultats. Et cette série, je l'ai connue. Je regardais ça sur Discovery Channel quand j'avais environ 9-10 ans et j'étais à fond dans le truc. D'ailleurs, petite anecdote perso, j'étais aussi très fan des premiers Assassin's Creed qui venaient à peine de sortir à l'époque, et j'étais dans cet âge où on dessine beaucoup. Alors je dessinais des guerriers, je dessinais des assassins, je mettais en avant les caractéristiques de leurs armes, et je me souviens très bien avoir imaginé un assassin spartiate et un assassin samouraï. Et je me disais wow, ça serait tellement stylé, mais ça n'aurait aucun sens. Qui sait, j'aurais peut-être dû contacter Ubisoft à l'époque. Bref, Deadliest Warrior c'était des armes, de l'histoire, du sang même quand les cibles étaient en papier, du pur caviar pour les barbares nostalgiques. Alors comme ça, t'es le dieu de la mort, moi je suis le dieu de la guerre. Oh, vous parliez de moi? Et de cette série est né un jeu sorti en 2010 que nous allons tester tout de suite. Alors, menu assez sobre, qu'est-ce qu'on a? Un joueur, multijoueur. Je pense pas que les serveurs en ligne de ce jeu débordent en 2025, on va plutôt aller voir le mode solo. Arcade, entraînement, défi c'est bloqué, duel, c'est tout? On n'a pas genre un mode histoire? Oh, quelque chose me dit que ce test va aller vite. Bon, je teste le mode arcade, qu'on pourrait comparer au mode tour de Mortal Kombat, c'est-à-dire affronter tout le roster avec notre perso. On a le choix entre un chevalier, un viking, l'égérie de Captain Morgan, un spartiate, un samouraï qui me regarde comme s'il savait que j'allais chercher Albanais, un apache venu des terres des hangars, un ninja tellement sombre qu'on voit que ses yeux, et un centurion gigachad. Ce qui nous donne en tout et pour tout 8 personnages jouables. Je rappelle que Street Fighter 2 proposait déjà 12 joueurs en 1991, mais c'est pas une compétition. Au moins, chaque personnage a une description avec des informations historiques. C'est bien, mais dans un jeu de combat, ça fait un peu fiche de révision quoi. Je suis sûr que ça a dû servir d'argument à des gosses pour demander à leurs parents de l'acheter. Genre, regarde maman, c'est un jeu éducatif, avec ça j'aurai des bonnes notes en histoire. Je suis de Nîmes, donc je prends le Centurion, démarre le mode arcade, et une faute de frappe dans les chargements. Bon, c'est pas très beau, et waouh. On dirait un de ces jeux flash qu'on peut trouver sur Steam.
Bon, niveau commande, on a une attaque normale, une attaque forte, une attaque basse, un coup d'estoc, la garde, une attaque à distance qui change en fonction du perso, et 2 armes pour varier entre courte et moyenne portée. C'est assez complet, mais dans les faits... Ouais, c'est le bordel. Premier problème, on ne peut pas lock l'ennemi. Donc des fois on dirait qu'on est timide à se tourner autour comme ça. Ou alors, peut-être que c'est une compétition de kata. Je voudrais pas déranger leur passage de grade. Ensuite, la physique est pas ouf. Les attaques sont plutôt rapides, mais le temps entre 2 commandes est infernal et l'étourdissement dure 10 plombes. Ça donne l'impression de coacher son perso plutôt que de le contrôler réellement. Si tu restes au corps à corps, il va te tuer. Ne reste pas planté en face de lui, il va t'allonger. T'entends? Est-ce que tu m'entends, Rocky? Et graphiquement, c'est vraiment pato. On est en 2010, Budokai Tenkaichi 3 lui met une vitesse pas possible, même dans sa version Wii sortie 2 ans plus tôt. Pour comparer, en 2010 sur Xbox, on avait ça. À une époque où on avait droit qu'à 1 ou 2 jeux par an, si tu t'es retrouvé avec ça pendant que tes potes faisaient des remakes de Gaara contre Rock Lee, tu devais être vraiment dégoûté. Autre aspect du jeu pour ajouter au réalisme des affrontements, on a une jauge d'endurance à gérer. Chaque coup consomme de l'endurance, donc il ne faut pas s'épuiser en vain quand l'ennemi est en garde. Sinon, tu te retrouves à fuir pour ta vie en espérant que ton cardio remonte. Why are you running? Why are you running? Mais bloquer les coups consomme aussi de l'endurance, donc même à force de rester en garde, tu te retrouves à courir en essayant de reprendre ton souffle. Il faut respirer, c'est la clé. Respirer. Après honnêtement, la barre de vie a tendance à fondre si rapidement que l'endurance n'est pas un souci dans la plupart des combats. Et une fois que t'as compris tout ça, tu commences à développer des habitudes qui font que tous les combats commencent à se ressembler peu à peu. Premièrement, tu balances toutes tes armes à distance dès le début. De toute façon, certaines sont tellement lentes à sortir qu'on ne peut pas les utiliser à mi-distance. Soit ça use la santé et l'endurance de l'ennemi, soit on peut caler un giga headshot cross-map en plein début de manche. Headshot. Monster kill. Une fois les munitions épuisées, on passe au corps à corps, et vu qu'il n'y a pas vraiment de système de combo, ça part en improvisade totale, en espérant qu'on arrive à tuer l'autre avant d'arriver à court d'endurance. À force de gagner des combats, on gravit les échelons du mode arcade, parfois on a un défi qui se lance, comme éclater des carcasses de porc dans un temps imparti, et si on y arrive, on débloque des armes in-game. C'est plutôt cool comme rappel à la série, mais c'est un peu dommage que les carcasses aient systématiquement les mêmes emplacements. J'aurais bien aimé que le parcours change un peu d'une fois à l'autre, mais bon, là je chipote. On va aussi parfois affronter des ennemis qui se démembrent au moins d'impact. C'est assez badass et satisfaisant à jouer, et ça me permet d'évoquer le point fort du jeu. Je pense qu'il a été développé par Quentin Tarantino lui-même. Le sang coule par hectolitres, les membres volent au moindre coup, et attention, cerise sur le gâteau. Finish him. Oh, ça commence à devenir intéressant ça. T'en veux une, gamin? Non merci, j'ai arrêté de boire à cause de mon psy. Comment ça, à cause de ton psy? Grâce à ton psy, non? Ça vous arrive souvent ces absences, monsieur Strauss? Ouais, et puis je m'en fous. À 4 pattes, mes mignonnes. Non, à cause de mon psy. On a des exécutions. Des exécutions. On a des fatalités dans un jeu de combat médiévaux. Pourquoi ce jeu n'est pas encore un classique? Pourquoi personne ne demande un remake de ça au lieu de refaire des jeux à peine 6 ans après leur sortie? Rien que pour ce côté barbare, le jeu part d'entrée avec la moyenne et valide son semestre. C'est brut de décoffrage et ça régale. D'ailleurs, les membres coupés correspondent à la direction d'où viennent les coups, et les projectiles lancés restent sur les ennemis durant le reste du round.
un bon point niveau détail technique. Mais un démembrement ne veut pas systématiquement dire fin du combat. Le joueur peut continuer à se battre avec des membres en moins jusqu'à se vider de son sang. C'est pas une dinguerie ça? C'est vraiment pas réaliste. Un vrai viking peut tenir beaucoup plus longtemps sans son bras. Faut vraiment qu'on se penche sur ton passé un de ces quatre. Une fois le mode arcade fini, on a nos stats, les crédits et retour au menu du jeu. Pas d'écran de fin, pas de félicitations, c'est un peu la tristesse. Et vu que le mode arcade dure à peu près 20 minutes en comptant les temps de chargement, qu'il n'y a pas de mode histoire et qu'il n'y a que 8 personnages jouables, la durée de vie solo du jeu est d'à peine plus de 2h30. Et devinez quoi? Ben je l'ai fait. J'ai fini le mode arcade avec les 8 persos, putain. Et est-ce que ça valait le coup? Bah pas vraiment. Depuis quand tu portes des lunettes, toi? En fait, ça débloque le mode défi qui était jusque-là inaccessible. On a le mode cible, donc les carcasses. Tranchant, c'est les ennemis qui explosent au moindre contact. Survie, c'est affronter le maximum d'ennemis un par un jusqu'à la défaite. Et tranchant survie, comme vous pouvez le deviner, c'est survie avec démembrement au moindre impact. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les défis semblent se passer dans les studios de la série. C'est bien, mais c'est dommage que cette map ne soit pas dispo dans les affrontements locaux. Bon, les défis c'est cool 5 minutes, mais je trouve ça quand même un peu pauvre quoi. Seulement 8 persos, y a pas moyen d'en débloquer d'autres? Ah, il existe un DLC payant pour avoir 3 personnages supplémentaires. Un moine Shaolin, un Rajput et un Zandé. 4,79€, ça fait un peu moins de 2€ le perso. C'est pas si cher après tout. Par contre, j'ai pas d'argent sur moi là. Y a moyen que tu m'avances un peu, Ben? Des couronnes danoises? T'es danois, Ben? Ne m'insulte pas, foutriquet! Le Danemark s'est fait envahir en seulement 6 heures pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis un viking. Ouais, mais un viking danois? Bon, tu veux que je paye ou pas? Ok, Ragnar le Ben. Oh, Ragnar le Ben, j'aime bien ça. Les persos sont assez stylés, ils ont de bonnes armes, de bonnes exécutions, sont faciles à jouer et efficaces au combat. Par exemple, le Shaolin est plutôt rapide, le Zandé fait de bons dégâts, le Rajput, c'est les deux, il est complètement craqué. Ça me permet un peu de parler des persos de manière générale. On peut les diviser en deux catégories. Ceux qui ont un bouclier et ceux qui n'ont pas de bouclier. Et dans la majorité des cas, un perso sans bouclier se fera laver contre un perso à bouclier. Alors oui, ils ont bien des atouts pour essayer de compenser. Par exemple, le ninja se déplace vite, le samouraï attaque très rapidement, le pirate a carrément des flingues et des bombes, et le apache, il va se faire foutre. Hein. Emballe ton tam-tam. Après, le but d'un jeu de combat, c'est quand même de s'affronter entre potes. Allez, tu viens par là, Ben? Oh, voilà une proposition, morte couille! Que le métal hurle et que... Ah, tu voulais dire en jeu? Ok. Il y a deux choses qui sauvent ce jeu d'être un fiasco total. Premièrement, son originalité. Faire se taper un pirate contre un samouraï ou un apache contre un spartiate, ça n'a aucun sens, mais c'est des barres. Et ce côté absurde est renforcé par le gameplay parfois aléatoire et mal équilibré. Deuxièmement, j'en ai déjà parlé, mais la violence qui règne. Les démembrements, les finish moves, c'est ce genre de détails qui donne de la valeur à un jeu. Certes, c'est qu'un jeu de combat moyen sorti il y a 15 ans où on peut ni sauter ni faire de chop, et certains modes comme escarmouche en local crachent automatiquement. Mais c'est un jeu à 10 balles complètement inconnu et qui vaut le coup d'œil. Mais ce n'est pas fini, puisque l'année suivante sort Deadliest Warrior Legend. Et comme son nom l'indique, sa spécificité est qu'on y incarne de réelles personnalités historiques, telles que Alexandre le Grand, Hannibal, Gengis Khan, Attila le Hun, Sun Tzu, l'auteur de toutes les citations que ta tante partage sur Facebook, Hernán Cortés,
William Wallace, Shaka Zulu et Vlad III dit l'Empaleur, le gars qui a inspiré Dracula. On dit que les bonnes frontières font de bons voisins. Non, les bons voisins font de bonnes frontières. On a donc 9 persos jouables, soit un de plus que dans le jeu précédent. Toujours pas de quoi sauter au plafond. Et si certains auraient pu se plaindre dans le jeu précédent des incohérences temporelles, de faire s'affronter par exemple un chevalier contre un pirate, ce qui est le but de la série je rappelle, sachez qu'ici en prenant la date de naissance du combattant le plus ancien et la date de mort du combattant le plus récent, le jeu offre une fourchette historique d'à peu près 2372 ans. C'est-à-dire à peu près la même durée qui sépare Alexandre le Grand et Macron. Attends, t'es en train de me dire qu'en 1800, Shaka Zulu se battait encore avec des jupes en paille et des boucliers en peau de chèvre? Oula, doucement Ben, je sais pas si ce que tu dis peut passer sur YouTube. Non mais, à l'époque où Napoléon roulait sur l'Europe avec des fusils et des canons, t'es en train de me dire que les Zoulous, ils se battaient encore pieds nus? Ouais, stop, on va avoir des problèmes. Sinon, toujours pas de mode histoire, mais un mode conquête sur lequel je reviendrai plus tard, et encore ce bon vieux mode défi bloqué parce qu'il va falloir finir le mode arcade avec tous les persos. Je m'en réjouis déjà. Du coup, je commence avec curiosité. Est-ce que le jeu a un nouveau moteur graphique? Est-ce qu'il a changé sa physique? Quelles sont ses particularités par rapport à l'opus précédent? Alors, non, et pas grand chose. En fait, c'est sensiblement la même chose à tous les étages. Perso, j'appelle pas ça une suite, mais plutôt une extension, et ils se cachent même pas tant que ça de leur copier-coller, puisque l'année suivante sort Deadliest Warrior Ancien Combat, compilant le 1 et le 2, si on peut les appeler comme ça, plus 6 épisodes de la série. C'est nouveau, mais aujourd'hui, on pense au recyclage dès que l'on fabrique un nouveau produit. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Déjà, il n'y a pas de barre de vie. Donc on est surpris qu'on perde ou qu'on gagne, vu qu'on ne sait jamais où on en est et que les attaques sont inégales. Ensuite, les démembrements sont beaucoup plus rares, donc ils ont retiré le truc le plus divertissant du jeu. Ça m'encourage pas du tout à me taper le mode arcade avec tous les persos. Et les finish moves, c'est fini aussi. À la place, on a une shop qui lance un QTE. Ça rappelle un peu ce système dans les Injustice. On peut au choix lui péter le bras ou la jambe, ou le tuer directement. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais au moins maintenant on a des grabs. Par contre, ils ont dû m'écouter quand je disais que les armes à distance étaient trop lentes dans le précédent jeu. Certaines sont quasiment devenues des fusils automatiques. Check-moi ça, la rafale! Et en plus, ils les ont rendus complètement craqués. Un bon tiers de mes affrontements finissent, ou plutôt commencent, sur un headshot. Bonjour, c'est Antonio de Cargluche. Comment que ça va-t-il? Tu vois cet impact sur le pare-brise que c'est n'importe quoi. Et là, tu dis comme ça, c'est bon, ça donne. Tu te fous de ma gueule, là, quoi? En revanche, la grosse nouveauté, c'est que maintenant la plupart des maps ont des limites. Ce qui veut dire qu'en plein combat, on peut pousser notre ennemi dans le vide. On pourrait penser que ça enrichit le côté stratégique du jeu, mais pas vraiment en fait, vu qu'on peut complètement rusher, pousser en boucle jusqu'au ravin, et que ça passe. Même plus besoin de combattre. Bref, une fois qu'on a fini l'arcade avec tous les persos, on débloque le mode défi, et on a exactement les mêmes défis qu'avant. Les mêmes défis avec la même map. Vous arrivez à savoir quel jeu est lequel, vous? Et, comble du comble, ils ont mis exactement les mêmes emplacements pour les cibles. Exactement les mêmes emplacements. Là, c'est même plus du recyclage, c'est du compost. C'est le rayon anti-gaspi à Carrefour. Bon, j'ai encore une fois très vite fait le tour du jeu, sauf qu'en plus cette fois-ci j'ai rien découvert vu que c'est quasiment la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Un DLC pour jouer Mac et Jeanne d'Arc? Ça fait chier, mais bon. Est-ce que je veux vraiment juger le jeu dans son entièreté ou bâcler le sujet? Et puis, Jeanne d'Arc, c'est pas rien. C'est l'histoire de France tout de même. La guerre de 100 ans, le siège d'Orléans, le sacre de Reims, le barbecue à Rouen. Ben? T'es dedans maintenant.
T'es vraiment sûr que t'es pas d'adresse? Alors, je vais voir mes persos, j'ai trouvé Jeanne, et il est où Mac? Attendez, Mac n'est dispo que en mode duel? C'est quoi cette connerie? Oh putain, vous voulez savoir pourquoi Mac est dispo qu'en mode duel? En fait, Mac, c'est juste un skin. Il prend aléatoirement les caractéristiques d'autres persos. Donc Mac n'est pas un réel perso, c'est juste le mode aléatoire. Attends, t'es en train de me dire que c'est Jeanne d'Arc seule qui justifie l'achat de ce DLC? Est-ce qu'au moins cet argent sert à financer la guerre de 100 ans? T'es au courant que c'est fini depuis au moins 5 siècles? Mais je m'en fous, un musée sur la guerre de 100 ans alors! Rendez-vous compte que le DLC du jeu précédent apportait 3 persos supplémentaires. Donc il a finalement plus de persos que Deadliest Warrior Legends. Bon, passons. Elle vaut quoi, Jeanne d'Arc? Alors, hallebarde ou épée bouclier, une arbalète. C'est bizarre, mais ça me rappelle un truc. En fait, ça me rappelle à peu près tout le roster. Quasiment tous les persos sont identiques. Alexandre et Hannibal, identiques. Il m'arrivait même de les confondre à l'écran. Gengis Khan et Attila, identiques. Regardez ça, ils ont carrément le même moveset. Au final, la moitié des persos sont juste des skins vu qu'ils ont, je répète, les mêmes armes et les mêmes attaques et animations. Alors vous me direz, ouais mais il y a bien des persos originaux, genre Shaka Zulu. Vous voulez dire le Zindé du jeu précédent? Ce qui fait que le seul perso original qui n'est ni en x2 ni pompé sur l'opus précédent, c'est Cortés. Félicitations. Moi j'ai ton cul. Et sinon, vous trouvez pas qu'on oublie un truc avec ces jeux? C'est bien hein, de s'affronter à l'épée, mais j'ai l'impression qu'on manque un détail. Oh, 3 fois rien, mais juste... Les jeux sont l'adaptation d'une série. Et c'est franchement pas une bonne adaptation, on retrouve aucune trace de l'œuvre de base. J'imagine sans souci une meilleure adaptation. Imaginez une séquence QTE où il faudrait remplir une jauge pour tester nos armes sur des cibles. Un peu à la façon des tests sur Might dans Mortal Kombat. Et les résultats, bons ou mauvais, auraient une incidence sur les affrontements qui s'ensuivent. D'ailleurs, les personnages jouables pourraient être les ancêtres de ceux qui testent leurs armes, simulant leurs affrontements par une sorte d'animus. On est dans un jeu vidéo, on peut s'affranchir des règles du monde réel et développer un lore au lieu de faire un simple versus fighting sans histoire. Bon, j'ai l'impression d'un peu tacler le jeu là, va falloir tester le reste. Tu viens essayer le versus Ben? Ignon, y a pas de viking, je joue pas. Sérieux Ben, y a plein de guerriers qui pèsent. Y a pas de viking, je joue pas. Mais t'inquiète, j'ai le candidat idéal. Je te présente Kyoji. Pourquoi pas? Le jeu partait pour être assez fade, mais ils ont eu une très bonne idée. Ils ont mis des modes en versus. On peut modifier la puissance des persos, pratique quand tu joues contre ton petit frère. Le mode boucher apporte des démembrements beaucoup plus faciles, ça régale. Et le mode zombie fait qu'on devient rouge et immortel, je crois. Sérieusement, même AFK, j'arrive pas à mourir. Et on peut perdre autant de membres qu'on veut, c'est pas grave. Là, je suis sans tête et sans bras, et regardez, j'essaie encore d'attaquer. La seule façon que j'ai trouvé d'arrêter ça, c'est avec le vide. Et si vous savez pas quel mode choisir, pas grave, on peut mélanger les deux. Regardez ça, zombie bouché. Les membres volent, mais c'est pas grave, ça continue. Allez, clôturons le sujet. Il reste encore un mode exclusif à ce jeu, les campagnes généraux. C'est un peu comme une sorte de Age of Empires. On doit répartir nos troupes, les disposer sur une carte et aller attaquer le château adverse. Alors on peut choisir de coloniser toutes les terres et mener une guerre plutôt stratégique, ou prendre le chemin le plus court et foncer directement à la base adverse pour en finir, et à chaque attaque de château se produit un affrontement pour savoir si on réussit à l'assiéger ou pas. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a quelque chose qui m'a bien plu dans ce mode, je saurais pas vraiment dire quoi, mais j'ai continué à y jouer même après avoir fini le montage. Le bémol serait qu'avec un mode comme ça, on aurait pu avoir un minimum de logique, ou de véracité historique. Là par exemple, je joue Hernán Cortés, je suppose qu'il assiège le Mexique, et mon ennemi présent sur place, sûrement un colon aztèque donc, est Jeanne d'Arc. Very much Mexico. They have an Eiffel Tower. I think they have that in New Mexico. Ou ici, William Wallace, se battant courageusement pour l'indépendance de l'Écosse.
contre le règne du terrible Shaka Zulu. Je suis presque sûr que c'est raciste ça. Hein? Y'a quoi de raciste à dire que l'Afrique du Sud et l'Écosse sont à quasi 10 000 km l'une de l'autre? Je sais pas. Mais en 2025, ça doit bien être raciste aux yeux de quelqu'un. Hein? Tu trouves ça raciste toi, Kyoji? Je comprends le japonais. Quoi? En pic 2025, tu ne connais pas le japonais? Je vais chercher les bières, hein. Il est con. Finalement, je suis allé rejouer au 1 pour comparer après coup et je le trouve vraiment mieux. C'est bien de jouer des combattants historiques, mais ça manque de piment, d'originalité. Même les couleurs font terne. Dans le 1, on a vraiment un exotisme dans le choix des persos qui fait tout le sel du jeu. Imaginez la diversité du 1 dans le 2. On pourrait avoir Barbe Noire, Ragnar Lodbrok, Miyamoto Musashi, Spartacus, Léonidas, Vercingétorix, Richard Cœur de Lion, Sitting Bull, Galvarino. J'achète de suite. Je rigole pas, messieurs les développeurs. J'achète vraiment. En vrai, y a rien de plus récent concernant Deadliest Warrior. C'est quoi ça? Vue FPS, multijoueur? Ça serait un 4ème jeu? Ça commence à faire beaucoup pour une série qui n'est parue à l'antenne que 3 ans. Ah non, c'est juste une extension pour Chivalry, ça va. Ah, Chivalry. Quand j'y pense, c'est un peu le même esprit que Deadliest Warrior. Se taper à l'épée entre potes et inconnus dans un jeu. Et tout ça date pas d'hier, on pouvait trouver ça bien avant. Par exemple avec Mace sur Nintendo 64, ou la série des Soul Calibur. Et plus récemment avec For Honor. Deadliest Warrior n'est qu'une branche de plus, un descendant de cet esprit. Et techniquement, même la série n'est pas morte. On retrouve clairement la même ambiance dans Forge in Fire, ou Le Meilleur Forgeron en français. Vous me croyez pas? Attendez, je vous mets les deux séries à côté. Me dites pas qu'il n'y a pas comme une vague ressemblance là, non? Toute cette sphère médiévale nous parle, parce qu'elle communique avec le guerrier qui est en nous. Et ce guerrier est un enfant. Cet enfant en nous, qui a empoigné une épée à chaque fois qu'il ramassait une branche. Lui qui aurait préféré affronter un dragon plutôt que manger un brocoli. Lui qui n'avait peur de rien. À part du monstre sous le lit, et celui dans l'armoire, et le chien du voisin, et un paquet d'autres choses finalement. Deadliest Warrior est une invitation à cet enfant, pour qu'il refasse surface dans ce monde d'adulte et nous fasse oublier nos soucis, ne serait-ce qu'un instant. J'ai vu certains le qualifier de worst fighting game ever, mais croyez-moi sur parole, on peut toujours trouver pire ailleurs, je vous le garantis. Alors, pour cette découverte, pour avoir réveillé encore une fois cet enfant qui sommeillait en moi, et pour ces heures passées devant la série il y a 15 ans, merci Deadliest Warrior. Et tant que j'en suis au remerciement, merci Joey d'avoir participé, merci Benji pour la caméra, l'acting, le lieu de tournage et les accessoires, et merci à vous d'être restés jusqu'au bout. D'ici à la fin de l'année, je ferai un bêtisier des tournages récents, alors d'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine. C'est sympa aussi For Honor, ça fait une bonne idée de vidéo. Yes! Bon les gars, je prends le perdant. Tu viens jouer Kyoji? Je crois qu'il préférait qu'on change de jeu.